Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1970, Arcane 70 de Roger Pilaudin s'intéressait à l'antipsychiatrie avec 2 émissions dont l'invité, au micro de Jean Paget, était Maud Manoni. Celle qui était en France la représentante la plus en vue de l'antipsychiatrie venait alors de faire paraître un ouvrage qui devait contribuer à diffuser les positions que défendait l'antipsychiatrie, le psychiatre, son fou et la psychanalyse. L'année précédente, ayant fait le constat de l'impossibilité d'une pratique de la psychanalyse en institution, Maud Manoni avait fondé à Bonneuil une école expérimentale accueillant des enfants autistes, psychotiques ou plus largement considérés comme arriérés ou débiles. Un lieu qui voulait être un lieu de vie où le dire du fou trouve à s'exprimer librement. Dans le 2e des entretiens qu'elle accordait à Jean Paget, Maud Manoni rendait compte de la première année d'existence de l'école de Bonneuil et développait les points sur lesquels se fondait son rejet de la psychiatrisation, en particulier du diagnostic, qui, selon elle, figeait et enfermait le sujet, conduisant à une forme de ségrégation à son égard. Bonneuil se présentant alors comme un espace alternatif, un lieu où précisément s'exprimerait, se vivrait ce que la psychiatrisation figeait. Arcane, nom masculin. Arcane, terme d'alchimie. Arcane, opération mystérieuse. Arcane, étymologiquement arcanus, secret, de arca, coffre. Arcane, qui est caché dans le coffre et par conséquent caché à tous les yeux. Arcane 70 par Roger Pilaudin. Aujourd'hui, Arcane de l'antipsychiatrie, 2e émission avec Maud Manoni et Jean Paget. Dans une première émission, jeudi dernier, consacrée aux structures de la psychiatrie en France, Maud Manoni a montré combien ces structures contribuaient à déformer le dire du fou et à le rendre inintelligible à toute espèce de lecture, hors la lecture psychanalytique. Le livre de Maud Manoni, publié aux éditions du Seuil et intitulé « Le psychiatre, son fou et la psychanalyse », prouve en effet que les structures psychiatriques, trop souvent répressives, accentuent le désordre mental du sujet porteur, d'autant plus que ce sujet n'est généralement asocial que dans la mesure où la société contraignante est habituellement responsable de son désordre. Dans cette 2e émission d'aujourd'hui, ce que Maud Manoni préconise, ce sont des mesures d'adaptation et l'assouplissement d'un système qui laisserait au dire du fou sa libre faculté d'expression. Un dire vrai s'exprime en effet, suivant Maud Manoni, dans la délinquance ou la folie, éclairant ce qui dans notre système peut être faussé. Maud Manoni s'occupe avec d'autres psychanalystes d'une maison où la folie trouve un refuge. Et là, des spécialistes qui ne sont plus des censeurs interrogent la vérité d'un langage où se déchiffrent en clair les traces des tabous et des interdits générateurs de folie. Elle répond aux questions de Jean Paget. Maud Manoni, je vais vous demander de nous rappeler en quelques mots ce à quoi nous en sommes arrivés l'autre jour.
Et vous aviez parlé, je crois aussi, alors du dépistage que l'on fait depuis quelques années dans les écoles et chez les jeunes enfants. On prétend dépister la folie ou l'inadaptation. Alors je crois que vous considérez ce dépistage comme pathogène. Oui, j'ai montré que le dépistage en psychiatrie se pose d'une façon tout à fait différente que le dépistage en médecine. En médecine, le dépistage ouvre sur des soins à donner. S'il y a carie dentaire, myopie, tuberculose, il y a des soins à la clé. Tandis que en psychiatrie, le dépistage conduit à des mesures ségrégatives, à des conseils de rééducation là où c'est souvent l'éducation qui a brillé par sa carence. Et le dépistage se fonde sur notre conception de la norme et constitue, avec la course à la sélection, le principal danger de notre époque. Dans l'histoire des deux mères, parue récemment chez De Noël, et que j'ai préfacé, nous voyons dans les deux récits apportés par deux mères d'enfants anormaux comment c'est bien à partir du diagnostic posé et non avant que le drame de la mère a commencé. À partir du diagnostic posé, la façon dont cela s'est fait, une situation s'est créée où l'enfant est devenu l'objet dont on parle, mais à qui on ne parle plus, puisqu'on sait maintenant qu'il ne peut pas comprendre. Marcel Faugère, qui est un des auteurs de ce livre, écrit « Pour le reste, pour le retard annoncé, rien. Il n'y avait rien à faire. C'était ainsi. Tout simple. Le médecin avait dit cela aussi tranquillement qu'il aurait ordonné pour son alimentation un jaune d'œuf par semaine. Et la jeune femme d'expliquer ce qui lui restait à faire, annoncer ce retard aux parents, aux frères et sœurs, et supporter le spectacle de leur chagrin à eux. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'important là, c'est que, au-delà de l'étiquette arriération et folie, il faut pouvoir entendre ce qui cherche à parler chez les parents ou l'enfant. Et à partir du diagnostic verdict, on ne parle plus. Et c'est là que se tissent véritablement les filets de l'aliénation, aliénation à laquelle nous tous, dans notre société, nous participons étroitement. On peut dire que la société se défend contre le problème de l'anormalité en inventant des institutions trop souvent conçues pour la conservation de la folie. Il existe cependant en France tout un mouvement, avec Deligny notamment, tout un mouvement contre l'institué. Il existe également, alors je crois, dans d'autres pays, et notamment en Angleterre, un système qui permet justement de traiter mieux les enfants arriérés. Et je crois que le médecin qui s'est occupé de ces enfants s'appelle Nel. Oui, alors Nel n'a pas du tout une école pour enfants anormaux. Il s'agit d'enfants dits normaux. Ce qui est intéressant dans les idées dégagées par Nel, c'est la façon dont, dans notre société, nous fabriquons les enfants inadaptés. Et la façon dont il est arrivé dans son école où la scolarité n'est pas obligatoire à bouleverser tout ce qui est tradition scolaire vaut vraiment la peine d'être approfondi parce que nous pouvons véritablement en prendre de la graine pour ce que nous nommons éducation spécialisée.
Je crois que il y a une traduction du livre qui s'est faite chez Maspero et qui s'intitule « Libres enfants de Summerhill ». C'est dans les années 20 que Neil attira l'attention des spécialistes sur le fait que notre société ne laisse plus aucune place à la fantaisie. Nous ignorons, disait-il, tout du jeu, car le jeu est pour nous une perte de temps. Et l'enfant qui a perdu la possibilité du jeu est psychiquement mort et constitue un danger pour tout enfant qui entre en contact avec lui. Enfin, ceci est particulièrement intéressant parce que on voit chez l'enfant dit psychotique ou l'enfant gravement perturbé, il n'y a pas du tout des formes du jeu. Il en est bien incapable. Et ce qui est important là, c'est que l'enfant qui n'arrive pas à projeter sur la scène du rêve, disons la scène du jeu, une certaine dramatisation de ses angoisses, de sa cruauté, de sa curiosité, vivra ses angoisses dans le réel au niveau du passage à l'acte agressif. C'est dans ce lieu, celui du rêve appelé par Freud l'autre scène, que nous jouons de façon cachée la peur, la jalousie et pourquoi pas le meurtre. Et ce que nous jouons là, nous tous, de façon couverte, apparaît ouvert dans le langage du psychotique dès lors exposé à la réponse d'exclusion de l'autre, faute d'avoir à sa disposition un lieu où mettre ce qui en lui surgit à certains moments comme prolifération imaginaire. Il agit alors dans le réel, ce qui n'a pu trouver de place dans un ailleurs symbolisable. Et ce que Neil a montré, c'est comment, dès leur plus jeune âge, les enfants dits normaux jouent à se déguiser en bandits, en voleurs, mènent des combats avec des avions imaginaires, creusent des demeures souterraines, caracolent sur des chevaux de rêve, se régalent du bruit et de la boue. Et, dit-il, les enfants en liberté jouent peu à la poupée, ignorent les jeux de maîtresse d'école et de docteur, tout occupés qu'ils sont à une activité créatrice détachée de toute imitation de l'adulte. Or, la société se défend contre le jeu. Elle ne l'admet que dans un cadre déterminé et restrictif. L'enfant pris dès son plus jeune âge dans l'emploi du temps imaginé par l'adulte devient adulte avant l'âge, un faux adulte, et perd toute richesse d'invention. Conditionné à une forme de passivité, sa scolarité ultérieure portera la marque de l'ennui, lié à l'état de non-désir auquel l'a renvoyé la demande de l'adulte. Et Neil dit, dans une civilisation sensée, dit-il, on ne devrait pas obliger les enfants à travailler avant 18 ans. Et les leçons dans son école sont facultatives, mais le groupe a le droit de rejeter celui qui, par sa présence irrégulière, empêcherait les progrès du groupe. Une communauté n'est jamais sacrifiée à un individu. Les leçons existent parce que, avoue Neil, il ne peut tout de même pas empêcher les enfants de vouloir passer des examens. Et la pression de la famille et de la société joue en effet à un moment donné pour que l'enfant rattrape le temps perdu, qui s'avère en fait n'avoir jamais été perdu. Et les méthodes d'apprentissage sont les plus vieilles du monde. Un enfant qui désire apprendre une longue division l'apprendra, dit-il, quelle que soit la méthode employée. Il en va de même pour la lecture, et même la dyslexie ne relève pas d'une pédagogie spécialisée, d'après lui.
L'enfant non scolarisé dans son système n'est pas un enfant inactif. De multiples ateliers, fer, bois, mécanique s'offrent à lui. Et Neil évoque l'histoire de certains enfants qui n'ont jamais été en classe, entrés à 5 ans, ils sont sortis à 17 ans, tout aussi rebelles à toute scolarité organisée, et cependant, ils ont appris à lire et à compter en cachette de l'adulte, et à l'âge d'homme, ils se sont révélés stables et efficaces dans leur métier. Enfin, c'est certainement ça qui m'a préoccupée quand nous avons été avec quelques-uns à créer ce lieu dit d'antipsychiatrie dans la région parisienne où nous n'avons pas d'école, où il n'y a pas, c'est intitulé école expérimentale, il n'y a pas de scolaire. Enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment à un certain moment on peut mettre ses enfants à un cours par correspondance où la scolarité peut intervenir et elle intervient à ce moment-là comme surplus, les enfants ayant tant d'autres choses passionnantes à faire pendant la journée. Vous parlez des activités de jeu précédemment que les psychotiques sont incapables d'avoir parce qu'ils ne peuvent pas le vivre dans le rêve. Est-ce que parmi les soins que vous donnez, vous êtes amené à justement les faire jouer ou à leur apprendre à jouer? C'est-à-dire que je déteste le mot soin et on ne leur apprend rien du tout. Simplement, se trouvant pris dans un langage qui n'est pas un discours collectif mortifère, on voit très rapidement ces enfants sortir de toute une sorte de stéréotypie autistique dans lesquelles ils se trouvaient au début et à sortir assez rapidement d'eux-mêmes, à avoir assez rapidement et spectaculairement un contact avec les autres. Enfin, ce qui est certain, c'est que à Bonneuil, nous n'avons rien qui peut se qualifier sur un plan de rééducation. Ce que nous introduisons, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre des mythes africains, c'est-à-dire des possibilités données aux enfants de reproduire quelque chose qui est comme la fête africaine, les contes qui sont racontés et joués le sont dans une tradition africaine, c'est-à-dire que le conteur joue ces personnages, les chante, les danse parfois. Qui est le conteur? C'est l'enfant lui-même? Le conteur est un adulte, parfois un enfant, et le tam-tam est tenu par un des enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner justement une description de ce genre de fête? Enfin, disons que ça se situe un petit peu dans la tradition du conteur négro-africain, c'est-à-dire l'artiste étant celui capable de rendre la vie. Il y a une recherche musicale qui peut se faire aussi bien avec des casseroles de cuisine qu'avec un instrument qui est celui du souffleur. Il s'agit en fait, par le biais d'une certaine musique rituelle, par des incantations rythmées, par le souffle des acteurs, d'introduire un langage arrivant de partout, atteignant non seulement les acteurs au corps, mais le langage venant de ce corps même, et réalisant, comme le montre Artaud, une sorte de libération de signes, c'est-à-dire que l'enfant se trouve en situation d'être à la fois lui, son ascendance, sa descendance, et ça toujours à la limite d'une vie participant avec la mort organique, c'est-à-dire participant au-delà de la mort avec les ancêtres d'une lignée. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment les mutiques sont particulièrement bavards dans leur langage phonématique, derrière la protection du masque, ou le truchement de l'instrument musical, celui du souffleur,
Et ça montre bien d'ailleurs combien la parole participe du corps. Ils sont masqués, ils choisissent. Il y a des masques à leur disposition s'ils le veulent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la parole advient de façon élective dans une situation où se trouve abolie toute distinction entre un intérieur et un extérieur, la gauche et la droite, le bas et le haut. Enfin, tout surgit en même temps, cependant que le monde des désirs se trouve gouverné par un corps de langage. C'est le jeu d'une parole qui échappe, venant alors comme effet de ce langage. Et à la suite de séances de ce genre, est-ce que certains enfants continuent à parler? Est-ce qu'ils retrouvent la parole? C'est-à-dire qu'il faut voir cela dans un ensemble. Enfin, on n'exerce sur eux aucune pression au niveau d'une demande. Disons que ces fêtes qui ont lieu de temps à autre, qui ont lieu régulièrement, font partie de tout un ensemble de choses offertes dans l'institution, qui peuvent être mises au même rang d'ailleurs de ce qui se passe au niveau d'une réalité où ce sont ces mêmes enfants et qui tantôt sont à la fête, tantôt sont là à faire les courses, pour voir à la cuisine. Disons que le travail et la fête, c'est presque une continuité l'une de l'autre. Ce qui est intéressant dans cette recherche finalement d'un milieu de vie, parce que c'est de ça dont il est question, c'est la façon dont dans un milieu, on pourrait définir le milieu comme étant langage ou ne l'étant pas. Et c'est là que ce qui se fait chez Deligny, dans les Cévennes, est intéressant dans la façon dont il essaye d'instaurer des dispositifs d'existence permettant la prise en séjour d'enfants rebelles à nos normes d'adaptation. Et disons que cette prise en séjour peut s'effectuer soit dans une famille d'ouvriers, soit l'hébergement sous tente dans la forêt des Cévennes ou l'hébergement dans une bergerie. Et dans tous les cas, il s'agira de voir comment un milieu va pouvoir se recréer, entreprendre de s'inventer à partir d'un enfant à problème. Et écoute différente, et l'enfant découvre un autre langage à partir duquel il pourra enfin se définir comme non dangereux. Les familles choisies sont choisies en fonction de quelle sélection? Ce sont des gens qu'il connaît, avec lesquels il est amené à travailler ensuite. Il tient assez à prendre les gens dans des milieux très simples et des milieux, disons, où les gens s'entendent bien, et où il n'y a pas de problèmes spéciaux, et si ce n'est celui d'une pauvreté. Ce que nous faisons à Bonneuil, c'est que nous sommes très soucieux d'offrir une possibilité d'institution qui n'est que lieu de passage, c'est-à-dire où continuellement les portes sont ouvertes et dès que l'enfant n'a plus de sens de se trouver là, une possibilité lui est offerte d'aller ailleurs, ou lorsque un enfant est à un certain moment trop lourd à supporter par le groupe parce que les autres commencent à prendre à leur compte la folie entre guillemets de l'enfant, nous l'envoyons à ce moment-là chez Deligny. Et c'est ce qui est arrivé à un de ces enfants dont j'ai parlé, je crois, à l'autre émission, que j'ai appelé l'étrangleur. Ce qui était intéressant pour cet enfant-là, c'est que il est allé donc faire un séjour chez Deligny, et à son retour à Bonneuil, il s'est trouvé à nouveau repris, épinglé dans le discours des enfants qui ont eu bien du mal à lui réserver une autre place que celle du fou. C'est là le côté important
d'une évolution de celui qui se met à guérir, entre guillemets, c'est-à-dire à changer. Mais s'il change, ça implique un changement dans ses rapports avec l'autre, et ce changement dans les rapports avec l'autre est toujours très mal supporté. Par l'autre. Par l'autre. Et c'est pourquoi on empêche quelqu'un de guérir, entre guillemets. Et que c'est à ça qu'on doit être attentif dans une institution, sinon on est tout de suite à reproduire les stéréotypies asilaires. Et c'est pourquoi nous avons une telle politique d'avoir fenêtres et portes ouvertes. Alors, ce qui est intéressant pour cet enfant, c'est que à une des réunions du conseil, il y en a un qui a dit, à propos donc de l'étrangleur, et qui a dit, mais Pierre, c'est le clown à faire rire Jean-Marie. Et puis d'ajouter à Jean-Marie en disant, mais tu le prenais pour rigoler de lui dans le métro, et puis tu as essayé de faire pareil avec moi, que je sois ton fou. Je ne suis pas fou. Et un jour, Pierre retournera à l'hôpital psychiatrique si tu es comme ça avec lui. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, chaque enfant se trouve à un moment ou à un autre sollicité à jouer le rôle de fou du roi, masquant par ses pitreries l'angoisse de celui qui l'a fait fonctionner comme fou. Et la tâche dans une institution, c'est de faire en sorte, dans une institution qui se veut surtout anti-institution, c'est d'arriver à ce que la parole folle ne risque pas de se figer en monument pour psychiatres. Est-ce qu'il y a des analyses? Est-ce que des analyses sont pratiquées? Les analystes sont dans l'institution, mais ne font pas d'analyse. Ne font pas d'analyse. Non. Les parents sont vus à l'extérieur. Mais dans l'institution, tout est conçu pour que ce soit le fonctionnement même de l'institution qui joue comme désaliénation. Mais il n'y a surtout pas ce cloisonnement psychanalyse, rééducation, etc. C'est surtout conçu comme milieu de vie qui se rapproche d'un milieu de vie le plus normal possible. Enfin, ce qui est intéressant dans le fait que même lorsque on crée un lieu d'accueil qui se veut tout ce qu'il y a de non soignant, ce lieu a été quand même étiqueté, épinglé par les enfants comme centre pour inadaptés, alors que ça n'existe nulle part, même pas sur la plaque de l'école. C'est-à-dire que les enfants reprennent dans leur vocabulaire l'étiquette qui traîne dans la presse, à la radio, à la télé et peut-être même chez eux. Alors c'est ça qui est important. Enfin, alors l'inadaptation qui est revendiquée par les uns comme le droit de se laisser aller à ce que l'un disait au plaisir sans mélange de la folie, grâce à quoi il peut travailler le soir chez lui son cours par correspondance entre 10h et 1h du matin. Pour d'autres, comme cet enfant appelé l'étrangleur, c'est l'adaptation, enfin c'est ce qu'il formule comme adaptation des adultes à l'inadaptation, qui est le scandale qu'il se propose de dénoncer. Enfin, quand un enfant de 13 ans vous dit ça, il faut quand même pouvoir avoir l'écoute à un dire comme ça. Hein? Et cet enfant, qui est peut-être le plus en difficulté, c'est celui qui revendique le plus le droit à la normalité. Enfin, c'est ça qui devrait amener en fait à toute une reconsidération de tout notre système médico-pédagogique mis en place. Parce que j'affirme, moi, que le système médico-pédagogique que nous avons mis en place est absolument catastrophique. Alors précisément, vous parliez de ce dépistage qui est pathogène et je crois que vous avez un certain nombre de choses à dire alors pour ce qui est de la sélection elle-même. Ce que je peux dire, c'est que telles que les choses sont organisées actuellement, c'est-à-dire la façon dont dès le plus jeune âge on est hanté par l'idée de savoir si l'enfant est normal ou pas,
cela crée véritablement des conditions pour une sorte d'aliénation supplémentaire. Et si nous avions une société moins industrialisée, c'est-à-dire qui permettrait d'offrir des possibilités de travail chez l'artisan, il y aurait certainement beaucoup plus de place pour des enfants que nous disons handicapés, mais qui sont parfaitement capables d'avoir un rendement selon des critères qui ne seraient pas les nôtres. C'est l'exigence des diplômes et leur sacralisation qui constitue le véritable drame de notre époque. Dans une des réunions, il y a un des enfants qui, en colère, se lève et qui dit « Moi, mesdames, messieurs, ça ne m'intéresse pas d'être ici, je ne veux pas être chef cuisinier. » En fait, c'est ce qui lui avait été plus ou moins suggéré parce que, il y avait là une possibilité pour lui de travail dans un restaurant, etc. Et en fait, il est très doué pour tout cela. Simplement, ce contre quoi il proteste, c'est que ça lui est offert comme s'il n'y avait plus de choix possible pour lui. En fait, c'est cela qu'il contestait. Alors, il nous dit donc, moi, mesdames, messieurs, je ne veux pas être chef cuisinier, je veux avoir le droit d'être flic. Il y a un autre enfant qui lui répond, mais pour devenir flic, il faut te renseigner sur ce qui est exigé comme diplôme. Alors, répond l'enfant, je ne veux rien du tout. Puis un long silence, et il se reprend et il dit, je veux être garde-chasse. Un autre lui répond, mais il va falloir aussi un diplôme. Alors, dit-il, c'est tueur que je deviendrai. Alors il y a un autre enfant qui lui dit, mais alors tu te retrouveras en prison. Ah, la vie me dégoûte, lâche-t-il écœuré. Et on peut dire que c'est bien à ce dégoût que nous participons, cherchant continuellement comment préserver des possibilités créatrices face aux forces anti-vie et qui font d'un enfant à problème un révolté. Et cette révolte doit être entendue et non réprimée. Comme j'ai eu l'occasion, je crois, de le dire. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que la folie devait être dite et entendue. Oui. Et que les choses doivent pouvoir s'inscrire dans le sens de la vie et non contre elle. Dernier temps de l'antipsychiatrie avec Maud Manoni au micro de Jean Paget dans Arcane 70 de Roger Pilaudin, diffusé la première fois le 17 septembre 1970 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.